beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis absolument ravi d'être avec vous pour aborder des sujets à la fois passionnants, fascinants, pour certains qui peuvent faire un petit peu peur. Mais ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, en fait, c'est surtout de vous montrer qu'on est en train de changer de civilisation et d'essayer de vous présenter ce qu'on nous montre d'habitude comme des mauvaises nouvelles plutôt comme des bonnes. Je vais vous parler d'intelligence artificielle, je vais vous parler du futur du travail. Je vais vous montrer qu'en fait, à long terme, on est peut-être en train de faire disparaître le travail et c'est une bonne nouvelle. À court terme, en tout cas, c'est le salariat qui est en train de disparaître. C'est aussi une excellente nouvelle quand on comprend pourquoi le salariat existe. Et surtout, qu'on est à l'aube de ce changement de civilisation que j'évoquais parce qu'on est en train de redéfinir ce que c'est que l'humain, ce que c'est que l'intelligence et même ce que c'est que le réel. Alors, juste que je sache qui j'ai en face de moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle? Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes? Ok. Allez jouer avec ChatGPT, vous allez voir, c'est très facile, très intuitif, comme ça va vous faire sentir ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Est-ce qu'il y en a, tiens, parmi vous, qui pensent que l'humain, parce que je sais que ça fait partie des messages qu'on répète beaucoup en ce moment, qui pensent que l'humain va être complémentaire de l'intelligence artificielle? Levez la main. Complémentaire. Ah. Déjà, j'entends des gens qui disent ça dépend, c'est pas sûr. Oui. Ah, l'inverse. Qui pense que, que l'intelligence artificielle sera complémentaire de l'humain. Ah. Bon, écoutez, ne me détestez pas. Je ne suis pas ici pour faire de la démagogie. Je vais essayer de vous faire des démonstrations. Je pense exactement l'inverse, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Nous sommes au début, c'est ce que pense toute la Silicon Valley, nous sommes peut-être au début de la fin du travail, comme je le disais. Je vais vous donner des vrais arguments. Et croyez-moi, je suis libéral, j'adore travailler et je pense aussi que c'est une bonne nouvelle. Mais surtout parce que on n'avait pas du tout prévu ce qui est en train d'arriver en ce moment avec l'intelligence artificielle, parce qu'on est en train de comprendre que tout ce que nous faisons au travail, des choses les plus banales, les plus simples, mais aussi les plus complexes et stratégiques, dans vos métiers comme dans le mien, dans tous les métiers, tout ça, ce sont des algorithmes et que les machines sont en train d'être capables de faire ces algorithmes. Tiens d'ailleurs, qui est d'accord avec ça, que tout ce que nous faisons au travail, ce sont des algorithmes? Je vais y répondre, ne vous en faites pas. Ah, vous n'êtes pas nombreux. Bon, moi, je vais vous démontrer tout ça aussi. Vous savez, lorsqu'on a commencé à créer les premiers ordinateurs, autour des années 50, on a mis en place ce qu'on appelait des algorithmes déjà à l'époque. Sauf que c'était des algorithmes extrêmement simples. C'était des algorithmes conditionnels. S'il se passe ceci, alors la machine fait cela. C'est ce qu'on appelle des algorithmes linéaires. Ça, c'est l'informatique jusqu'aux années 2000-2010 à peu près. Cette fois-ci, et on a vu ça avec l'arrivée de ce fameux ChatGPT que beaucoup d'entre vous ont testé, on est en train de rentrer dans l'informatique non linéaire, c'est-à-dire des algorithmes qui, cette fois-ci, ne raisonnent plus de manière simple, c'est-à-dire s'il se passe ceci, je fais cela, mais avec beaucoup de variables qu'on est capable d'entraîner à faire des tâches très complexes. Ça, c'est ce que vous avez tous vu ces dernières années. Vous savez, lorsque vous avez vu les unes de la presse qui vous disaient « ça y est, la machine diagnostique des cancers mieux que des médecins » sur des images médicales. Ça bluffait tout le monde aux alentours de 2010-2012. Aujourd'hui, c'est absolument banal parce que ça paraît évident, en fait, qu'à partir d'images que la machine peut traiter à plus haute résolution que l'humain, la machine soit capable de voir des cancers là où les médecins sont incapables de le voir. Ça, c'était sur de l'imagerie médicale. Lorsque ChatGPT est arrivé, les gens qui ont commencé à l'utiliser se sont dit « Tiens, c'est bizarre, lorsqu'on discute avec ChatGPT, lorsqu'on lui pose des questions, il nous donne l'impression d'être intelligent, mais ça n'était qu'une impression. » Et d'ailleurs, ceux qui ont testé ChatGPT, vous savez qu'il fait des hallucinations, parfois il fait des erreurs, etc. ChatGPT, je rappelle, je pense que beaucoup savent parmi vous comment ça marche, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un algorithme mathématique probabiliste. Vous rentrez du texte, ça vous répond la probabilité du texte qui vient derrière. Et donc, ça peut vous répondre à des questions, ça peut vous générer des paragraphes, des emails, tout ce que vous voulez, mais avec une vraisemblabilité d'intelligence. C'est vraisemblablement intelligent. Mais la question, c'est finalement, si une machine est capable de faire des trucs qui ont l'air intelligents mais qui ne le sont pas, on est tranquille, les humains, au travail. Eh bien, ça ne s'est pas arrêté là. On s'est rendu compte dernièrement que plus on ajoutait de données dans ces fameux algorithmes comme ChatGPT, plus on montait le nombre de paramètres de leur entraînement, plus ces algorithmes, à partir de probabilités, encore une fois, c'est juste des mathématiques, étaient capables de faire émerger des raisonnements. Ça, personne ne l'avait vu venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une grosse hypothèse encore pour l'instant, mais c'est une grosse intuition qui
qui pourrait être prouvé dans les prochains mois, c'est que notre intelligence à nous les humains, ce qu'on considère souvent avec beaucoup d'arrogance comme quelque chose de très différenciant, de quasiment proche de quelque chose de quasiment divin, en réalité, ce serait que des mathématiques. Lorsque vous utilisez votre intelligence, c'est un algorithme mathématique probabiliste. On dit en fait en neurosciences que le cerveau humain, il fait des calculs qu'on appelle bayésiens. Ça vous rappelle des souvenirs au cours de mathématiques au lycée? La loi de Bayes, probabilité de A sachant B. C'est-à-dire que lorsque vous analysez une situation ou lorsque vous prenez une décision banale, vous faites inconsciemment souvent un calcul de probabilité. Vous allez regarder par exemple la météo au travers de votre fenêtre le matin, vous allez regarder la couleur des nuages et vous allez évaluer la probabilité qu'il pleuve ou pas en fonction de la couleur des nuages. C'est banal, mais vous faites ça tout le temps. Ce que vous allez choisir au restaurant, la décision stratégique que vous allez prendre avec vos clients, avec vos entreprises, etc. Tout ça, ce sont des calculs de probabilité que vous faites souvent inconsciemment. On l'a prouvé en neurosciences, en long, en large et en travers. Et bien, c'est exactement comme ça qu'aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de faire des choses qui relèvent de l'intelligence. C'est juste des probabilités, c'est pas de la magie et ça fonctionne très bien. Comme je vous disais, on commence à faire émerger du raisonnement dans ces algorithmes. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, et vraiment ça vous permettra de comprendre les décennies à venir, c'est que tout ce que nous faisons à chaque instant, c'est un algorithme parce que nous sommes nous-mêmes les humains en quelque sorte des algorithmes. Et je vous assure que lorsque je dis ça, ça n'est absolument pas réducteur. Toutes vos décisions, qu'elles soient banales ou complexes, elles vous servent à une chose, c'est à optimiser votre survie, plus ou moins directement ou indirectement. Encore une fois, quand vous prenez une décision évidente pour votre survie, par exemple, vous avez un danger, vous allez courir, ça paraît évident, mais lorsque vous prenez des décisions stratégiques pour votre famille, vos amis, votre choix de partenaire, de métier, de segment clientèle, c'est aussi un algorithme qui cherche à optimiser votre survie. Et en fait, on se rend compte de ça lorsqu'on regarde ce que c'est que la biologie. La biologie, le vivant, vous savez, la définition du vivant, c'est ce qui survit, ce qui se complexifie pour survivre. Et bien, le vivant, aujourd'hui, a été défini comme un algorithme d'essai-erreur qui garde ce qui marche. On appelle ça l'évolution, le darwinisme. Vous savez, vous vous souvenez de vos cours de biologie, le darwinisme, vous avez une variation dans l'ADN, et s'il se trouve que ça marche, que c'est adapté à l'environnement, ça survit, ça transmet ses gènes, le reste, ça meurt sans transmettre ses gènes. C'est un algorithme d'essai-erreur. Et bien, tout ce que vous faites dans vos vies, c'est ça. Il suffit pour comprendre ça de regarder le fonctionnement des enfants. Lorsque vous regardez vos enfants apprendre, vous savez, ils apprennent par essai-erreur. Souvenez-vous, qui a des enfants parmi vous? Qui n'en a pas plutôt? Vos enfants, souvenez-vous, à un moment, lorsqu'ils étaient très, très jeunes, ils lâchaient tous les objets par terre. Vous vous souvenez de ça? Vous savez pourquoi ils faisaient ça? C'est pas pour voir si la mère allait ramener le truc à l'enfant. C'est pas pour ça. C'est parce qu'en faisant ça, ils apprenaient les lois de la gravité. Ça paraît évident pour les adultes, mais ça, un enfant, il a besoin de voir des exemples que chaque fois qu'un truc tombe par terre, en fait, la probabilité que ça finisse par terre, c'est 100%. C'est encore un algorithme bayésien. Lorsque vos enfants ont appris à parler, vous ne leur avez pas appris les règles de la grammaire. C'est qu'ils ont, avec, encore une fois, statistiquement, pareil, c'est erreur, appris qu'après tel mot, il y avait tel autre et tel autre et tel autre. En fait, intuitivement, ils découvrent les règles de la grammaire sans qu'on leur apprenne. C'est plus tard qu'on leur explique qu'il y a des règles de la grammaire et comment ça fonctionne. Mais tout ça, ce sont des algorithmes statistiques mathématiques. Chez vos enfants, c'est grossier, parce qu'on voit l'algorithme. Un enfant, c'est un algorithme en cours de paramétrage. On voit l'algorithme en train de se faire. Mais lorsqu'on est adulte, on l'oublie parce que c'est plus subtil chez les adultes, mais on continue à affiner nos propres algorithmes bayésiens d'essai-erreur. En fait, un algorithme d'IA, c'est de l'essai-erreur qui minimise ses erreurs. On appelle ça atteindre un niveau d'expertise pour reconnaître des cancers, enfin faire tout ce que j'ai évoqué avant. Et bien, c'est ce qu'on fait dans toutes nos fonctions cognitives au quotidien, dans nos métiers. Toutes nos tâches relèvent de cet algorithme d'essai-erreur qui minimise les erreurs. Souvenez-vous, la première fois que vous avez essayé d'acheter votre premier appartement, vous étiez peut-être assez nul en négociation, mais la fois d'après, vous étiez meilleur. Encore une fois, essai-erreur, vous diminuez les erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on entre dans un monde où ces algorithmes d'apprentissage par essai-erreur, on est en train de les mettre absolument partout, tout autour de nous, dans nos métiers, dans nos vies personnelles et professionnelles, pour faire absolument tout. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les technologies que vous utilisez au quotidien aujourd'hui vont être augmentées par les algorithmes que je suis en train d'évoquer.
Ça veut dire qu'en permanence, les algorithmes vont analyser toutes les données que vous traitez, vos données clients, vos données fiscales, vos données de santé, vos données, enfin bref, tout ce que vous voulez, et vont apprendre en permanence pour vous suggérer des choses qui ont de la valeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes en train d'interagir avec un client ou un patient, pour ceux qui sont dans la santé, et en permanence, ça va analyser ce qu'il vous dit, et ça va peut-être, à sa voix, détecter s'il est plutôt de bonne humeur ou de mauvaise humeur, s'il est plutôt honnête ou malhonnête, s'il est plutôt anxieux ou au contraire très à l'aise. Et peut-être ça va vous suggérer ce qu'il faut lui dire, comment il faut leur dire. Peut-être que vous allez avoir, lorsque vous êtes en train de vendre avec un client, vous allez avoir un algorithme qui va analyser toutes ces données et vous dire, tiens, il faut que tu lui parles de ça et de ça. Vous montez la pertinence de ce que vous allez lui dire. Peut-être que demain, vous allez avoir un assistant, parce que c'est ça le but des gens numériques, c'est de nous créer un assistant intelligent, qui va analyser tout votre environnement de données pour monter la qualité de toutes vos interactions avec l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que demain, vous n'aurez plus de smartphone, vous n'aurez plus de tablette, d'ordinateur, tout ça, ça va disparaître. Les géants du numérique, leur but, c'est que vous ayez un assistant intelligent dans la poche qui sera capable d'être votre expert personnel dans tous les domaines. C'est-à-dire votre médecin, c'est-à-dire votre avocat, votre expert comptable, votre fiscaliste, votre planificateur de vacances, bref, toute forme d'expertise. Alors je sais que ça, pour certains c'est un peu difficile à entendre, mais je vous dis ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que nous aurons toute forme d'expertise, aussi complexe soit-elle, dans la poche. Alors ça, pour ceux qui n'y croient pas, il y a eu des compétitions entre des experts en médecine, des médecins, et des algorithmes comme ChatGPT. Et ChatGPT a pulvérisé le taux de succès, notamment sur du diagnostic des médecins. Ça veut dire que l'expertise est déjà, sur des cas complexes, transmise à des algorithmes. Alors vous allez me dire, il restera la capacité d'empathie, la capacité humaine, la capacité à avoir des interactions de qualité, parce que souvent on nous dit, on va donner la complexité aux machines, il restera l'humain aux humains. Ça, c'est l'analyse superficielle qu'on peut faire de ces sujets, mais en réalité, il y a eu aussi des compétitions entre des algorithmes comme ChatGPT et, alors on en fait beaucoup en médecine, sur la capacité à interagir humainement avec les autres, et on s'est rendu compte que ChatGPT était plus empathique que des médecins humains pour annoncer des mauvaises nouvelles notamment. C'est-à-dire que même l'empathie, on va la transférer à ces algorithmes. Et donc cet assistant intelligent que vous aurez tous dans votre poche, il va être votre expert à tout faire, et ça veut dire qu'en fait, on est en train de faire tomber toutes les barrières à l'entrée dans tous les business. Ça veut dire que n'importe qui peut utiliser cet assistant intelligent qu'on va tous avoir pour monter son niveau d'expertise là où il ne l'a pas. Je vous donne un exemple très concret, personnel. Lorsque j'ai fait les travaux chez moi, j'avais besoin de faire des menuiseries, et au lieu d'aller voir un designer pour me designer mes menuiseries, j'ai pris en photo mes pièces vides, et j'ai utilisé une IA pour lui demander de me générer une menuiserie sur mesure, d'angle, avec le bois que je voulais, avec une niche, etc. Et en promptant, en utilisant cet algorithme d'IA, l'algorithme m'a généré les menuiseries. Je suis ensuite allé voir un menuisier, je lui ai dit « je veux ça ». Il m'a dit « qui l'a fait ?» Je lui ai dit « c'est l'IA ». Alors vous allez me dire « oui, mais le menuisier va toujours construire la menuiserie ». C'est vrai. Mais ça veut dire que déjà, toute la partie design qu'il faisait avant, c'est moi qui l'ai faite. Ça veut dire quoi, ça, d'un point de vue économique? Ça veut dire que d'un point de vue économique, on va commoditiser les expertises. Ça veut dire quoi en économie? Ça veut dire que l'expertise aura de moins en moins de valeur ajoutée. Alors ça, c'est difficile à admettre pour beaucoup d'humains, surtout lorsqu'on est très expert, très complexe, etc. Je vous rassure, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va avoir une première étape où les algorithmes vont augmenter les experts. C'est-à-dire que les algorithmes vont voir ce que les experts ne voient pas. Encore une fois, qu'on prenne la médecine, qu'on prenne le droit, parce que le droit, c'est des maths avec des mots, et c'est pas réducteur de dire ça, aussi complexe soit-il. Et les algorithmes vont voir ce que les experts ne voient pas. Mais très rapidement, les algorithmes vont dépasser le niveau d'expertise justement pour apporter une valeur que l'humain ne sera pas capable d'apporter. Ça veut dire que ça va être une création absolument massive de valeur dans tous les secteurs. Parce qu'encore une fois, on fait tomber toutes les barrières à l'entrée. Et donc, vous aurez cet assistant intelligent dans la poche qui sera votre expert à tout faire. Mais regardez bien ce qui va se passer. C'est que votre assistant intelligent que vous allez avoir dans votre poche demain, qui va remplacer votre smartphone et qui va être votre expert à tout faire, il sera capable d'interagir avec d'autres assistants intelligents.
C'est-à-dire que votre assistant intelligent que vous aurez dans votre poche, il va discuter avec celui de vos collègues, de vos clients, de vos amis, peut-être des services de l'État demain, pour faire des choses qui, hier, nécessitaient de l'intelligence. Ça veut dire quoi, concrètement ? Aujourd'hui, par exemple, vous êtes obligé de faire votre déclaration fiscale. Vous devez aller sur le site des impôts et la remplir vous-même. Demain, vous confierez le mandat à votre assistant intelligent. Vous lui direz « fais ma déclaration fiscale ». Il aura accès à vos données. Et il sera capable d'aller directement interagir avec l'assistant intelligent des services de l'État. Et je vous assure qu'ils vont être capables de faire ça aussi. Ça sera très facile à mettre en place. Ce n'est pas de la science-fiction, on appelle ça les agents intelligents. Et ils vont être capables, en interagissant, en discutant les uns avec les autres, de traiter cette donnée et de faire une déclaration fiscale. Autre exemple très simple, pour vos vacances, vous demandez à votre assistant intelligent d'organiser vos vacances, il vous choisit la destination parfaite, il se met d'accord avec tous les assistants intelligents de votre famille, vos amis, enfin tous les gens avec qui vous partez, il choisit le programme, il fait ça en fonction du budget, il est capable de booker directement les vacances, il est capable de payer directement en ligne, il est capable d'interagir, je ne sais pas moi, avec les gens qui s'occupent des activités sur place et leur assistant intelligent pour ensuite décider de tout le programme, le planning, bref. Les années à venir, c'est un écosystème avec des millions, peut-être des milliards d'assistants, des agents intelligents à notre service. Dans vos vies professionnelles, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que demain, en plus de vos collègues, vous aurez ces armées d'assistants, d'agents intelligents. Aujourd'hui, ça s'appelle ChatGPT, mais vous imaginez bien que ça va évoluer et qu'il y en aura absolument partout. Il y aura de la concurrence, évidemment. Et du coup, ça veut dire que vous aurez peut-être des millions de collègues dans votre poche qui vont interagir chacun sur leur spécialité. Vous aurez des agents spécialisés sur une expertise, d'autres sur une autre, d'autres pour faire des tâches banales. Ils vont tous se coordonner pour faire des tâches de plus en plus complexes. Ça, encore une fois, aujourd'hui, c'est ChatGPT. Demain, ce sera peut-être des IA chinoises qui feront ça, parce qu'il y a une concurrence féroce là-dessus. Mais l'idée, c'est cet écosystème d'assistants intelligents absolument partout, tout autour de nous. Pourquoi je vous disais au début que je pensais que c'était le début de la fin du travail humain ? Alors, d'abord, je vous dis ça parce que, comme je l'ai dit au début, je ne fais pas de démagogie. Je sais que la mode en ce moment, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, et je vous en supplie, faites très attention à ça, c'est les gens qui viennent vous voir et qui vous disent « vous en faites pas, l'IA va détruire des emplois, mais elle va en créer plein d'autres, comme toujours. Schumpeter, destruction créatrice. » C'est vrai. Toutes les technologies ont détruit des jobs, mais elles en ont recréé d'autres. Sauf que cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'être humain au travail, on s'attaque à notre intelligence. Si notre intelligence est un algorithme et que les machines l'ont craqué, comme ce que je vous affirme aujourd'hui, alors il est probable que les algorithmes rongent progressivement notre valeur ajoutée au travail pour tout faire à notre place. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Mais non, c'est une excellente nouvelle. Premièrement, je vous rappelle, je vois vos inquiétudes, donc je vais vous donner les solutions, vous en faites pas. Premièrement, je vous rappelle, on travaille pour se débarrasser du travail. Depuis notre premier ancêtre qui taille le premier silex, si on travaille, c'est pour avoir plus de productivité, plus de richesse et éventuellement plus de loisirs par rapport au travail. Premièrement, donc si on fait bosser les machines à notre place, on sera devenu une civilisation mature. Deuxièmement, je vous rassure aussi, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, même si on est en accélération exponentielle, on a quand même un peu le temps de s'adapter. Et troisièmement, ce qui nous fait peur quand on parle de ces sujets-là, c'est quand on vous dit « vous allez perdre votre job, mais ce n'est pas le cas de vos voisins, de vos collègues ou d'autres secteurs ». Là, c'est tous les humains en même temps dans le même bateau. Mon ami Laurent Alexandre, que vous avez eu l'an dernier, vous avez dit un truc du style « seuls les gens les plus intelligents vont s'en sortir dans cette révolution, etc. » En ce moment, j'en ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps, il dit « même les gens les plus intelligents, ceux qui ont des QI d'Einstein et plus haut, vont être en difficulté face à ces algorithmes parce que les algorithmes, encore une fois, vont voir des choses qu'on est incapable de voir. » Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est cette création massive de valeur parce qu'ils seront capables de faire des choses qu'on est incapable de faire. C'est ça qu'il faut retenir. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir une phase de transition où c'est le salariat qui allait disparaître. Parce que dans cette phase de transition, avant d'aller sur la fin du travail, que je viens de vous évoquer, mais surtout que je veux que vous gardiez en tête face au discours inverse qu'on vous tend en ce moment qui à mon avis, sont incorrects. Parce que le salariat n'est plus du tout adapté à notre époque. C'est les professions libérales. Bon, je suis biaisé parce que j'en fais partie, et vous aussi, mais c'est les professions libérales qui vont prendre le relais. Pourquoi ? Rappelez-vous, le salariat est né il y a une centaine d'années pour des raisons purement économiques. Ça, on a du mal à le comprendre en France parce qu'on met du social là-dessus. On pense que c'est le social qui a créé le salariat. Pas du tout. Le salariat est né parce que c'était plus rentable économiquement que d'aller chercher des travailleurs indépendants, des artisans et contractualiser avec eux. Il y avait une couche de coûts qui était trop élevée.
Et du coup, c'était plus rentable de les mettre en salariés avec un lien de subordination pour les avoir sous la main au moment des premières usines. Et comme ça, on pouvait amortir les usines. Sauf que, aujourd'hui, les nouvelles technologies, et en particulier l'IA que je viens d'évoquer, sont en train de faire chuter massivement les coûts des travailleurs indépendants. On est tous connectés, on a une puissance hors du commun dans nos poches, et avec les algorithmes que j'ai évoqués, ça va continuer à se développer à vitesse exponentielle. Tout ça, ce sont des commodités en économie. Ce qui veut dire que toute cette structure de coûts des entreprises, qu'elles doivent amortir avec des salariés pas chers sur lesquels elles doivent marger, en fait, ça s'est inversé. Les gens compétents, aujourd'hui, ont bien plus intérêt à sortir du salariat pour récupérer cette marge qui auparavant était dans les coûts de structure des entreprises. Et ça marche très bien. Alors ça, vous savez, ça existe depuis la nuit des temps avec les professions comme les plombiers. Moi, je parlais avec mon plombier et je lui disais, ça vous tenterait d'être salarié? Il a rigolé, parce qu'il savait déjà qu'il récupérait des coûts de structure en dehors. On a vu ça avec les informaticiens ces dernières décennies. Vous savez, les programmeurs qui se mettent à leur compte toujours, etc., qui ont le rapport de force. Et bien là, on est en train de connaître ça sur toutes les professions, sans exception. Les RH, les juristes, bon, évidemment les créatifs, bref, on a une montée en puissance qui s'accélère surtout depuis le Covid, des travailleurs indépendants parce qu'ils récupèrent toute cette marge qui auparavant était dans l'entreprise. Alors ça, encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Souvent, on m'oppose l'argument, lorsque j'explique ça, de la paupérisation. Il y a des gens qui disent « oui, mais les travailleurs indépendants, les freelances, ils gagnent mal leur vie, ça se paupérise, etc. » Gardez toujours en tête, lorsqu'on vous dit ça, que cet argument, il est faux. La rémunération d'un job, ça ne dépend que d'un seul truc. Je rappelle vos cours d'économie, c'est l'offre et la demande, qui souvent est lié à un niveau de compétence, etc. Évidemment, s'il y a très peu d'offres, c'est souvent que c'est soit très technique, soit très difficile, soit peu accessible, etc. Donc c'est très corrélé. Mais ça ne dépend que de l'offre et de la demande. Donc ça veut dire que s'il existe une demande pour votre job et que vous êtes compétent, vous avez largement intérêt à sortir du salariat pour récupérer cette marge pour vous-même, parce que les nouvelles technologies sont en train de commoditiser tout ça. Et donc, à court terme, à quoi ça va ressembler le monde du travail ? C'est un écosystème de travailleurs indépendants, chacun spécialisé dans son domaine, qui coopèrent. Parce que, évidemment, quand on dit travailleur indépendant, souvent les gens pensent travailleur tout seul. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire des gens, chacun sur sa spécialité, qui coopèrent avec des gens complémentaires de lui, comme une petite entreprise, comme une équipe, si vous voulez, mais en dehors du lien de subordination du salariat. D'abord parce qu'il récupère la marge, comme je viens de vous le dire, mais deuxièmement, parce que culturellement, le lien de subordination est de moins en moins toléré. Et vous avez vu ce que j'ai dit avant ? C'est si vous êtes compétent. Ça veut dire qu'il y a un filtre naturel qui est en train de se faire entre les compétents et les moins compétents. C'est ça le tabou aujourd'hui. La conséquence de ça, c'est que ce filtre aujourd'hui, il est assez délicat à voir. On a fait, en particulier en Europe et en particulier en France, on a fait des grandes structures, des grands groupes, où on a mis des armées de salariés extrêmement protégés, et c'était très bien. Le problème, c'est que ces structures ne sont plus adaptées à notre époque, et qu'on a fait pulluler beaucoup d'emplois, notamment chez les cadres, qui ont de moins en moins de valeur ajoutée. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle David Graeber. Il appelait ça les bullshit jobs. C'est une spécialité en Europe et en particulier en France. Je pense que les premiers qui vont être en danger face à l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce sont ces bullshit jobs, ces professions de cadre, notamment supérieures, où la valeur ajoutée est très, très, très difficile à mesurer et sur laquelle on doute de plus en plus, et qu'on va aller de plus en plus vers des petites structures très agiles de travailleurs indépendants avec une productivité hors du commun parce qu'ils auront ces algorithmes directement dans leur poche. Je vous ai dit, ça c'est court, moyen terme. À long terme, c'est peut-être, comme je vous disais, la disparition du travail, et c'est une excellente nouvelle. Où est-ce que ça nous amène, l'arrivée dans ce monde d'intelligence artificielle ? Je vous ai dit que tout ce que nous faisons les humains, et même tout ce que nous sommes, ce sont des algorithmes. Concrètement, ça veut dire que si on pousse le raisonnement plus loin, ça veut dire que ces algorithmes d'intelligence artificielle vont s'attaquer à nos algorithmes biologiques. Ça veut dire que demain, les algorithmes d'IA seront capables de faire des choses comme d'éprouver des émotions de manière artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction de dire ça. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui savent détecter parfaitement vos émotions, qui savent même jouer avec, comme le font les grands artistes, les grands auteurs, toutes ces populations qui savent faire ça très bien. Mais demain, on peut imaginer des algorithmes qui éprouvent des émotions artificielles. Qu'est-ce que ça veut dire ?
les émotions chez nous, chez les humains. Je vous rappelle, comme je le disais sur la peur tout à l'heure, une émotion, c'est un algorithme aussi chez un humain. Ça vous sert à agir, ça vous sert à optimiser votre survie. Comme je vous disais, la peur vous fait fuir un danger, mais l'amour, ça vous fait aller vers l'autre pour vous reproduire. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous rend débile. Vous ne voyez pas les défauts de la personne en face, mais le but, c'est de faire un autre humain. Vous pouvez prendre toutes les émotions comme ça. Hein. Ce sont des programmes dont vous avez hérité de l'évolution qui optimisent votre survie. Et bien, demain, les algorithmes auront des émotions artificielles, c'est-à-dire des boucles qui continueront de tourner pour éviter de bugger. C'est ça que ça veut dire dans une machine. Et l'étape d'après, sur laquelle travaillent les géants du numérique, c'est de développer des algorithmes de conscience artificielle. Alors ça, je sais que c'est encore un petit peu tabou, mais il va falloir qu'on commence à en parler, parce que la conscience aussi est un algorithme chez les êtres humains. Vous savez, la conscience, alors c'est une lecture de biologie évolutionniste. Encore une fois, c'est comment on regarde les choses qui vous aident à survivre. La conscience chez les êtres vivants, c'est un film intérieur dans lequel vous vous observez comme personnage principal. Comme ça, vous pouvez adapter la qualité de vos prises de décision. En gros, c'est un espace d'entraînement mental, comme dans Matrix, si vous voulez, où il vaut mieux répéter vos actions intérieurement avant de les jouer dans le monde réel. Vous savez, il vaut mieux vous engueuler avec quelqu'un dans votre cerveau avant de le jouer dans le monde réel. Comme ça, vous pouvez ajuster et optimiser la réponse. Et bien, demain, on aura les premiers algorithmes de conscience artificielle, c'est-à-dire des machines capables, elles aussi, de décider de leurs propres actions et d'optimiser leur qualité de leurs décisions en se distinguant des autres personnes, en faisant émerger une espèce de moi virtuel, si vous voulez. Ce monde-là, c'est le monde dans lequel l'intelligence artificielle devient générale. On appelle ça l'intelligence artificielle générale, hein. C'est-à-dire une intelligence artificielle capable de tout faire. Et c'est plus du tout de la science-fiction. Tous les géants de la Silicon Valley ne sont plus en train de débattre sur quand ça va arriver, enfin si ça va arriver, mais plutôt quand ça va arriver. Et la question, c'est plutôt est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans ou moins, parce qu'on est sur cette exponentielle que j'évoquais. Mais surtout, ce qui arrive juste après cette intelligence artificielle générale, c'est ce qu'on appelle la super intelligence artificielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle dotée d'une conscience artificielle. Puisque tout est algorithmique, dont nos émotions et notre conscience, alors il est probable, et que ça a émergé dans le vivant, alors il est probable que ça émerge aussi dans les machines. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Je vous dis, l'enjeu, c'est de se concentrer sur la construction de ce nouveau monde, parce que, comme je vous le disais, la création de valeur va être absolument massive. Vous avez vu les 2 prix Nobel qu'on a eus cette année. Il y en a eu 2 sur l'intelligence artificielle, un en physique et un en chimie. Celui qu'on a eu en chimie, c'est parce qu'on estime qu'avec leur découverte sur la manière dont les protéines se structurent en 3 dimensions et agissent en biologie, l'idée, c'est de dire qu'avec ce type de découverte, on pourrait guérir toutes les maladies, on pourrait même mettre fin au vieillissement et peut-être même guérir la mort chez les êtres vivants. C'est ça le débat dans la Silicon Valley. Vous pouvez penser que c'est de la science-fiction. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à vous tenir informés de ces sujets. Soyez curieux parce que tous les jours, on a des avancées sur l'intelligence artificielle et ce qu'on découvre en biologie, en médecine. On n'est pas habitué à ces exponentielles, puisque notre cerveau marche en mode linéaire, mais je vous assure que les bouleversements qu'on va connaître, on va les connaître dans les prochaines années. Dans la Silicon Valley, vous savez ce qu'ils disent ? En ce moment, ils sont tous obsédés par ces sujets et ils disent en fait, notre seul objectif à tous pour les 10 prochaines années, c'est de ne pas mourir. Si on arrive à rester en vie sur les 10 prochaines années, si on n'a pas d'accident, si on n'a pas de vieillesse, de maladie, tout ce que vous voulez, on va connaître ces bouleversements parce qu'ils se déroulent à une vitesse exponentielle. N'en ayez surtout pas peur, soyez curieux et surtout amusez-vous parce qu'on a une chance exceptionnelle de vivre tous ces événements en même temps. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je suis désolée, on n'a pas le temps vraiment pour des questions, mais j'imagine que j'ai vu, on a échangé des regards dans la salle et j'espère ne pas être la seule à avoir eu des petits moments où je me suis dit waouh, ça va loin. Ça n'est pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction. Tout ce que j'ai évoqué, d'accord. Vous pouvez le googler, vous verrez que vous avez des Non, armes. mais alors, et vous êtes d'autant plus légitime que vous avez effectivement écrit dessus, que vous aviez annoncé l'arrivée de ChatGPT. J'ai juste une question où vous nous dites à un moment, on va arriver à la disparition du travail, parce qu'on est là, on parle de travail, nous on est avec nos entreprises, individuelles ou pas, collectives, et c'est une bonne nouvelle. Et oui. J'ai du mal, mais à titre personnel, peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans, me dire, mais si j'ai plus de travail, quel est le sens, quelle est l'utilité, quelle est ma place? Parce qu'on s'est tous nourris avec l'énergie, avec notre formation et avec l'envie de partager notre Absolument. savoir. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Alors, j'ai combien de temps pour répondre à ça?
Allez, 5 minutes. Ah, génial. Alors, comme je vous l'ai dit, vous voyez que c'est un peu contradictoire. Je vous annonce la fin du travail et je vous dis que c'est une excellente nouvelle. J'ai donné les 3 arguments tout à l'heure. C'est ce qu'on veut depuis toujours. On est tous dans le même bateau et surtout, les IA vont créer beaucoup de valeur. Mais surtout, si je vous dis ça, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, pour contrer la démagogie ambiante des gens qui vous disent la machine va être complémentaire, on va travailler avec elle. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les études et il faut commencer à aborder ces sujets pour s'y préparer. La question, premièrement, c'est quel business model de société si le travail humain n'est plus la norme? Alors, évidemment, il va falloir nous donner de l'argent pour consommer. Et cet argent, il doit venir de la création de valeur des machines. Il y a 2 manières de faire. À la française ou à l'américaine. À la française, c'est facile. On taxe les machines, on distribue. Ça marche mal, mais je pense que c'est ce qu'on va faire ici. La deuxième solution, c'est à l'américaine. C'est on devient tous actionnaires des machines, du capital, et on touche les dividendes. Et on vit avec ça. Maintenant, vous avez raison, le gros problème, moi je ne suis pas du tout inquiet pour le business model. Les gains de productivité vont être tels, la richesse qu'on va créer va être telle, que, à mon avis, ça vaudra largement le coup de le faire. La question que vous posez est essentielle, c'est la question du sens. Parce qu'il y a eu des tests sur le revenu universel dans la Silicon Valley, c'est une catastrophe. Les gens sont à moitié suicidaires, etc. Et du coup, comment les humains vont se différencier si ce n'est plus par leur travail? Alors, ils le feront sur d'autres choses, hein, vous savez, dans les familles qui n'ont pas besoin de travailler, évidemment, ils se différencient sur d'autres choses. Ça peut être de la créativité, ça peut être du sport, ça peut être de la poésie, de ce que vous voulez. Les humains ont besoin de se hiérarchiser, de trouver du statut social, même quand il n'y aura plus le travail. Et donc, ils trouveront d'autres moyens de le faire. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'on occupe les esprits des gens pour qu'ils trouvent, alors là c'est Camus, hein, je reprends là, ceux qui ont fait de la philo, pour qu'ils trouvent du sens dans l'absurde. Le réel est absurde, on travaille pour faire autre chose que penser à la mort, vous avez tous lu Pascal, mais du coup on a besoin de se divertir et du coup de chercher du sens. Et alors là il va falloir aller sur les neurosciences, on a beaucoup d'apports des neurosciences sur comment trouver du sens dans notre esprit, mais surtout aussi des sagesses un petit peu traditionnelles, je pense au bouddhisme par exemple, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui explique en gros, ils expliquent un truc très simple qui va être très utile, les bouddhistes, c'est le seul moyen de trouver du sens dans l'absurde, c'est d'occuper votre esprit, même si le truc est absurde. Vous savez, c'est Sisyphe qui pousse son rocher, hein. Même s'il pousse le rocher et que ça retombe, vous recommencez. Ben, les bouddhistes, ils vous disent, vous pouvez casser des cailloux toute la journée, si vous êtes concentré dessus, vous pouvez trouver du sens. Tout ça pour ça, ce serait dommage quand même. Non, mais si vous voulez, pensez à la valeur que ça va créer. J'ai cité les maladies qu'on va guérir. J'ai parlé peut-être de la fin de la mort qui n'est plus du tout de la science-fiction. Encore une fois, l'exponentiel est dur à voir, mais on y est. Pensez à l'optimisation des ressources, à la fois agricoles, mais aussi nos déplacements. Pensez à l'éducation. Alors vous allez me dire, il n'y a plus besoin de s'éduquer, si, pour la stimulation intellectuelle, pour le plaisir, parce que les humains cherchent du sens, ils veulent comprendre, etc. Demain, on aura des assistants intelligents qui vont nous aider à tout faire, pour nous éduquer, pour comprendre. Pensez à tous les sujets sans exception. Je vous ai dit, toutes nos tâches du quotidien, ce sont des algorithmes et les machines sont en train de les modéliser. C'est une excellente nouvelle. C'est juste qu'il faut changer notre regard mental sur ce... Il faut changer nos algorithmes. Oui. Alors, juste un point, oui. C'est que dans la Silicon Valley, alors vous voyez bien que ce sont aussi des libéraux, comme vous, comme moi, qui créent ce monde. Mais il y a un petit paradoxe, c'est que je vous ai dit, l'intelligence artificielle crée massivement de la valeur sur tous les sujets, mais au passage, elle baisse les barrières à l'entrée de tout ce qui nous entoure. Elle est en train de commoditiser, de faire baisser les coûts de tout. Comment le capitalisme est soluble dans un monde où il n'y a plus de barrières à l'entrée? Parce que vous voyez bien ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de marge, en fait. C'est le paradoxe. Si n'importe qui peut attaquer un secteur où il n'y a plus de barrière à l'entrée, il peut venir concurrencer, faire un coût légèrement inférieur, concurrence, on tire les prix vers le bas et donc il n'y a plus de marge, concurrence pure et parfaite, ceux qui ont fait de l'économie. Et donc c'est ce paradoxe qui nous fait entrer dans un monde où la création de valeur est massive mais où il n'y a plus de marge possible. Ça ne s'appelle plus du capitalisme. Alors c'est cool parce qu'il y a la création de valeur du capitalisme, mais c'est autre chose. On ne sait pas à quoi ça ressemble, mais si vous regardez les dernières déclarations d'Elon Musk, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais c'est plus un monde de rareté si on arrive dans ce monde-là. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a... Parce que ça secoue, ça pose beaucoup de questions, ce que vous dites. Peut-être allez-y, on est entre nous, ceux qui veulent. Il y a peut-être une... Voilà. Monsieur ? Oui. Oui. Ah. On a 2 minutes. Bon courage. Je rappelle, monsieur Eddy, donc je reformule votre question, j'ai parlé du modèle américain, je n'ai pas parlé du modèle chinois ni français. Je résume pour que tout le monde soit sur la même page. Modèle américain, c'est capitalisme, c'est liberté, c'est création de valeur. Modèle chinois, c'est capitalisme autoritaire, et donc pas communisme, comme j'entends souvent, c'est capitalisme autoritaire, donc capitalisme dirigé, et on est peut-être en train d'atteindre ses limites. Et modèle français, c'est en gros socialisme. Je schématise un peu, mais vous ne serez pas tous en désaccord avec moi, je pense. Quel est le modèle le plus efficace? On le sait,
en économie, on sait que c'est un maximum de libéralisation qui crée de la valeur. Pas totale, évidemment, parce qu'il y a toujours un petit peu de dérive. Mais la question, et les Américains sont en train de revenir un petit peu là-dessus, parce qu'ils ont aussi trop de restrictions sur leur liberté. Alors, ils ont de la marge, on a de la marge par rapport à eux, mais eux aussi sont en train de revenir dessus. C'est quel sera le modèle optimal? Eh ben, je crois que c'est le meilleur des deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un monde où l'optimisation des politiques publiques se fait à l'aide des algorithmes. Vous décidez d'un objectif, création de valeur, bonheur de votre population. Alors moi, j'aime pas trop ça, mais on peut décider bonheur de votre population, santé de votre population, et vous demandez à l'algorithme d'optimiser ça pour vous faire émerger des politiques publiques en vous disant c'est très impopulaire, mais c'est ça qu'il faut faire. Et idéalement, on décide de suivre cet algorithme. Moi, je pense que toutes nos décisions, encore une fois stratégiques, seront prises par des algorithmes. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise sont des algorithmes. Vous savez, dans la Silicon Valley, ils disent en ce moment, tous les grands capitaines d'industrie, y compris dans la tech, disent qu'ils ont peur de se faire remplacer par un algorithme parce qu'ils ont compris qu'ils étaient eux-mêmes des algorithmes de piètre qualité par rapport à des IA. Mais c'est une bonne nouvelle parce que la création de valeur sera là. Donc je pense que ce sera... Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, ça va être très difficile à accepter chez nous, mais il va falloir faire comprendre aux gens que des algorithmes sont meilleurs que nos cerveaux, mais surtout, il va falloir mettre en place des contre-pouvoirs et de la transparence. Si vous suivez un algorithme, il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Et ça, c'est pas gagné parce que tous les algorithmes que j'ai évoqués, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Ils atteignent un résultat, mais comme il y a des milliards de variables qui interagissent, on ne sait pas comment ils l'atteignent. Ça va être très bizarre, tout le monde. Merci beaucoup Merci Stéphane Mallard. Je rappelle le titre de votre livre pour aller plus loin. Pour ceux qui le souhaitent, Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée. Préparez-vous à changer de monde.